Imagine que maintenant, à cette seconde précise, la lumière des étoiles qui frappe ta rétine est en train de te tromper. Ces géantes brillantes que tu vois en regardant le ciel sont en réalité des étrangères lointaines. Nos véritables voisins, eux, se cachent dans l'obscurité. C'est un camouflage cosmique. Même si ton corps est ancré à la Terre par la gravité, tu es en fait en train de flotter dans un océan invisible, entouré de milliards de naines rouges. Ta logique te dit « ce qui brille est proche », mais l'univers rejette cette équation. Dans le jardin du Soleil, un espace de 20 années-lumière de diamètre, il y a des étoiles comme Proxima ou Ross 128, et elles sont bien trop faibles pour être vues à l'œil nu. C'est comme si nous vivions dans une ville fantôme. On nous a toujours fait sentir que nous étions seuls. Mais les dernières données montrent que ces voisins discrets cachent des planètes dans leur zone boucle d'or, cette ceinture tempérée où la vie pourrait éclore. Les yeux infrarouges de James Webb sont en train d'entrouvrir ce rideau sombre et de redessiner la carte de notre quartier. Les moteurs sont froids. La route est calculée. On y va. Partie 1. Là où la lumière se courbe. Imagine, tu tiens entre tes mains une vieille photo prise dans les profondeurs de l'univers. À première vue, ça ressemble à une petite erreur, coincée au bord de la constellation de Pégase dans le ciel nordique. Pas de couleurs vives, pas de bras spiraux tourbillonnants, ni de nuages de gaz incandescents. Juste 5 petits points suspendus au milieu de l'obscurité. 4 sont brillants. Un est plus faible au centre. Ils sont alignés en une croix, presque parfaite. Tu pourrais penser qu'il y a une tache sur l'objectif de l'appareil qui a pris la photo. Ou peut-être une erreur de reflet. Mais ces simples points ne sont pas une erreur. Si tu sais ce que tu regardes, ces 5 petits points portent en eux l'une des histoires les plus surprenantes que l'univers nous raconte. Cette histoire ne commence pas avec les points, mais avec le vide qui les sépare. En regardant cette photo, en ce moment, tu ne contemples pas une seule réalité, mais une illusion cosmique où l'espace et le temps s'entremêlent. As-tu regardé le ciel la nuit dernière? La plupart des étoiles que tu as vues ont envoyé leur lumière il y a des siècles. Mais l'histoire de cette croix est bien plus ancienne. À environ 400 millions d'années-lumière de nous, il y a une galaxie faible au centre. En soi, elle est ordinaire, une tache brumeuse de poussière et d'étoiles. Mais cette galaxie ordinaire se trouve juste devant quelque chose de beaucoup plus lointain, presque inimaginablement lointain. Derrière elle, à une distance d'environ 8 milliards d'années-lumière, se cache un quasar. L'un des objets les plus brillants et les plus violents de l'univers. Un quasar se forme lorsqu'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie dévore la matière si rapidement qu'il brille avec l'énergie de 1000 milliards de soleils. La lumière de ce lointain et furieux quasar a voyagé dans le vide spatial pendant plus de la moitié de l'âge de l'univers. Elle avançait en ligne droite jusqu'à ce qu'elle heurte quelque chose. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle s'est courbée. La galaxie ordinaire en avant-plan, simplement en étant là, simplement par sa masse, a courbé l'espace-temps lui-même. La gravité a incurvé le tissu de l'espace comme une lentille géante. Au lieu de suivre une ligne droite, la lumière du quasar a suivi ses courbes. Elle a contourné les bords de la galaxie, a traversé les creux. Et ce qui est arrivé sur Terre n'était pas un seul point lumineux, c'était 4. 4 chemins différents venant de la même source. Nous appelons cela la croix d'Einstein. Et ce n'est pas un tour de magie. Ce n'est pas non plus un reflet ou une erreur visuelle d'objets superposés. C'est une lumière ancienne et furieuse,
courbée par la gravité. Elle a été courbée avec une telle précision qu'elle a pris une forme qui semble trop parfaite pour être réelle. Mais la vraie question est, à quel point pouvons-nous faire confiance à ce que nous voyons? Nos yeux nous disent qu'il y a 4 objets différents. Notre logique nous murmure que l'espace est vide et que la lumière va droit. Mais l'univers aime jouer avec notre logique. Ici, une masse à 400 millions d'années-lumière prend une réalité située à 8 milliards d'années-lumière et la multiplie. Qu'est-ce que cela nous dit sur notre perception de la réalité? Peut-être que l'univers n'est pas juste un récipient vide où flottent des étoiles. C'est un gigantesque instrument d'optique dynamique qui courbe la lumière, multiplie les images et étire le temps. Nous ne sommes que les observateurs chanceux de ce spectacle. Et si la gravité peut courber la lumière, alors peut-être que tout ce que nous voyons n'est pas tel qu'il apparaît. Les graines de cette idée ont été semées en 1915 par Albert Einstein. Avec sa théorie de la relativité générale, Einstein a dit que la masse courbe l'espace et que la lumière, qui suit toujours le chemin le plus court dans l'espace, se plierait à cette courbure. À l'époque, ce n'était qu'une équation sur du papier. Quelques années plus tard, elle fut testée lors d'une éclipse solaire, quand on observa que la lumière des étoiles se courbait légèrement en passant près du Soleil. Mais c'était une déviation infime. Ce qu'Einstein lui-même n'attendait pas et qu'il pensait peut-être ne jamais voir, c'était un événement complet de lentille gravitationnelle. Il faudrait qu'une lumière soit si fortement courbée par un objet massif qu'elle se divise, se multiplie et entoure la lentille comme un halo. C'était un rêve théorique. Jusqu'en 1979, des astronomes utilisant l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona ont trouvé quelque chose d'étrange. Un quasar qui semblait être à 4 endroits à la fois. Au début, personne n'y a vraiment cru. Il devait y avoir une erreur dans les données. Mais en 1985, avec de meilleures données et des observations minutieuses, la vérité a éclaté. Ce n'étaient pas 4 quasars différents. Leur spectre, leurs empreintes digitales, leurs signatures chimiques. Tout était absolument identique. Le quasar en arrière-plan, la galaxie lentille en avant-plan et la Terre. Tout était parfaitement aligné dans le ciel pour dessiner une croix parfaite. Ce fut l'une des plus belles preuves des idées d'Einstein. Pas un chiffre, pas une formule, mais une image. Une photo concrète de la puissance subtile de la gravité. Pourtant, cette situation semble contredire tout ce que nous savons. Comment un seul objet peut-il être à 4 endroits différents en même temps? Et encore plus étrange, ces 4 images ne nous montrent pas le même instant. La lumière a suivi des chemins différents en contournant la galaxie en avant-plan. Certains chemins étaient plus longs, d'autres plus courts. Certains sont passés plus profondément dans le puits de gravité. Pensez. Un faisceau de lumière est passé à droite de la galaxie, tandis qu'un autre a contourné par la gauche. Et ces différences de distance dans l'espace sont si grandes que chaque faisceau de lumière arrive sur Terre à des moments légèrement différents. Imagine que tu tiens une lampe de poche autour d'une montagne et que les faisceaux de lumière serpentent à travers différentes vallées pour t'atteindre. Certains t'atteindront plus vite que d'autres. Maintenant, remplace la lampe de poche par la lumière d'une galaxie et la montagne par la gravité elle-même. Voilà ce qu'est la lentille gravitationnelle. Donc, quand nous regardons la croix d'Einstein, nous ne voyons pas une chose 4 fois. Nous voyons 4 versions de la même chose, séparées les unes des autres par le temps.
C'est comme entendre le même son résonner dans 4 canyons différents. Chaque écho arrive un peu plus tard que le précédent. C'est l'un des rares endroits où nous pouvons observer le temps lui-même se diviser et s'empiler devant nous. La vraie beauté de la croix d'Einstein ne vient pas seulement de sa science, elle vient de sa forme. Car ce n'est pas le fait que l'univers ait fait ça, mais qu'il l'ait fait avec une telle précision qui est stupéfiant. 4 points parfaits, dans un arrangement si net et symétrique qu'il ressemble à un symbole. Une croix cosmique. Un miroir en forme de lentille tenant 4 fragments brillants d'un objet situé à 8 milliards d'années. On s'attendrait à voir ça gravé dans la pierre ou peint sur le vitrail d'une cathédrale. Pourtant, elle dérive dans l'espace ouvert. Un murmure géométrique venant des lois de la physique, insinuant une symétrie derrière le chaos. Elle nous rappelle que même dans la distorsion, il peut y avoir une harmonie. Et nous, les humains, nous avons la chance d'être témoins de cet alignement. C'est un accident. Le quasar, la galaxie et nous. Nous sommes tous positionnés exactement comme il le faut. Décale la galaxie un peu à gauche et l'illusion disparaît. Dévie le quasar légèrement de son axe et la croix devient floue. Cette beauté parfaite existe grâce au timing, à l'alignement et à la gravité. Et elle ne durera pas éternellement. Dans des millions d'années, l'alignement se brisera, l'image se déformera, la croix disparaîtra. Mais pour l'instant, elle est suspendue là, pour notre émerveillement. Maintenant, ferme les yeux. Visualise le voyage de cette lumière dans ton esprit. Ressens cette énergie furieuse partie il y a des milliards d'années, quand la Terre n'existait pas encore. Elle avance en silence dans l'obscurité. Puis, elle rencontre une masse énorme, mais ne la heurte pas. Elle s'écoule autour comme une rivière, se divise, se courbe. Et cette lumière divisée voyage encore des milliards d'années pour tomber, à cet instant précis, dans ta pupille. Ces 4 points ne sont pas que de la lumière. Ce sont les échos du temps. Un jeu immense que l'univers joue avec nous, mais qui nous enseigne en même temps ses propres règles. Aujourd'hui, nous avons appris comment la gravité courbe la lumière, comment l'espace agit comme une lentille, et que ce que nous voyons ne correspond pas toujours exactement à la réalité. Nous avons vu comment une illusion peut prouver les lois les plus profondes de la physique. Mais la croix d'Einstein était le fruit d'une coïncidence, un miracle d'alignement. Et qu'en est-il de ce qui n'est pas une illusion? Et s'il y avait dans l'univers des choses qui ont vraiment, physiquement, une forme parfaite? Pas un jeu de gravité, mais des endroits où la matière elle-même s'est formée dans un équilibre parfait. Et peut-être que la vraie question est: comment l'ordre naît-il du chaos? Pour comprendre cela, nous devons nous éloigner de ces petits points et regarder quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus évident. Un chapeau géant suspendu dans le ciel, la galaxie du sombrero. Partie 2. L'architecture du silence. Parfois, notre plus grande illusion est de croire que le sol sur lequel nous marchons est solide. Quand tu te réveilles le matin, tu penses que le sol sous tes pieds est stable et que le ciel n'est qu'un plafond vide suspendu au-dessus de toi. Mais attends, et si on te disait que cette immobilité, cette normalité, est en fait l'une des plus grandes illusions de l'univers? L'univers n'est pas un drap lisse comme nous l'imaginons. Il est plein de trous. Imagine un instant un morceau de gruyère sur ta table, ou une éponge poreuse fraîchement sortie de la mer. Certains endroits sont pleins, couverts de matière, de texture, de poids. Mais d'autres endroits ne sont que du vide, du néant. Notre réalité cosmique ressemble exactement à ça. Nous, les humains,
aimons imaginer l'univers comme une soupe homogène, partout la même. Mais en réalité, nous pourrions vivre non pas dans les parties pleines de cette éponge cosmique, mais au beau milieu d'un de ces gigantesques trous d'air. Et ce vide ne signifie pas simplement « il n'y a rien là ». Ce vide est un gouffre de 2 milliards d'années-lumière, de large, étonnamment silencieux et désert par rapport au reste de l'univers. Pense-y. Nous essayons de tout mesurer autour de nous, mais peut-être le faisons-nous depuis le fond d'un puits. Et quand on est au fond d'un puits, le ciel semble toujours différent de ce qu'il est. La science nous a longtemps murmuré que l'univers possède un squelette gigantesque, appelé la toile cosmique. C'est une toile d'araignée infinie, tissée de matière noire, sur laquelle les galaxies sont enfilées comme des perles lumineuses. Les galaxies ne sont pas réparties au hasard. Elles s'écoulent le long de ces filaments, se rejoignent à d'énormes nœuds et forment des superamasses. Exactement comme lorsque tu regardes depuis un avion la nuit, les villes sont reliées par des routes de lumière et les terres sombres entre elles sont vides. Alors, où nous situons-nous sur cette toile? Dans l'un de ces carrefours brillants, bondés et animés? Ou dans ces terres sombres, ces vides silencieux? Maintenant, inverse la loi de la gravité que tu connais. La gravité attire, n'est-ce pas? La matière veut la matière. Mais à l'échelle universelle, cela crée un effet étrange. Si un amas de galaxies denses attire la matière, cela signifie aussi que la matière fuit les endroits moins denses. Ainsi, les vides semblent en fait repoussés. En réalité, ce qui se passe, c'est que les murs denses qui nous entourent nous attirent, nous et nos voisins. La région où nous nous trouvons se vide, tandis que les murs extérieurs s'épaississent. C'est une migration cosmique. Et nous sommes ceux qui regardent les autres partir. Cette structure ne s'est pas formée aujourd'hui. Il y a des milliards d'années, quand l'univers était plus jeune et plus chaud, la matière était répartie de manière presque parfaite. Mais ce mot « presque » est crucial. De minuscules fluctuations quantiques ont grandi avec le temps. Les endroits denses sont devenus plus denses. Les endroits vides sont devenus plus vides. Notre histoire est l'histoire de ce processus de vidage. Notre quartier, autrefois plus peuplé, s'est vidé au cours d'une migration de plusieurs milliards d'années. Mais la vraie question est, si nous sommes vraiment à l'intérieur d'un vide gigantesque, scientifiquement appelé le vide local, comment cela change-t-il nos efforts pour comprendre l'univers? Nous, les humains, sommes conditionnés depuis Copernic à accepter que nous ne sommes pas spéciaux. Notre Terre est une planète ordinaire, notre Soleil une étoile ordinaire, notre galaxie une spirale ordinaire. Cette humilité est la pierre angulaire de la science. Mais si nous nous trompions cette fois, et si l'endroit où nous nous trouvons n'était pas ordinaire, si nous vivons dans l'une des régions les plus désertes, les plus sous-denses de l'univers, alors le paysage que nous voyons par notre fenêtre ne représente pas l'univers tout entier. C'est comme vivre dans une petite clairière au milieu d'une forêt et penser que le monde entier est sans arbres. Alors, cette situation pourrait-elle fausser les règles que nous utilisons pour calculer la vitesse d'expansion de l'univers, son âge et même son destin? Peut-être que l'univers se comporte différemment de ce que nous pensons, simplement parce que nous le regardons depuis le mauvais endroit. Si notre fenêtre est embuée, pouvons-nous blâmer le paysage extérieur? Mais pour tester cela, il ne suffit pas de philosopher. Il faut des preuves. Et les preuves viennent du comptage des lumières dans le ciel. En 2024, une équipe de scientifiques dirigée par Keenan, Barger et Cowie s'est mise en route pour transformer ce soupçon en une réalité tangible. Ils avaient des télescopes
et des années de données. Leur objectif était simple mais extrêmement difficile. Compter les galaxies dans notre coin de l'univers. Comparer les lumières proches avec les lumières lointaines. C'était comme essayer de trouver des objets à tâtons dans une pièce sombre. D'abord, ils ont cartographié les galaxies proches de nous. Puis, ils ont regardé plus loin, à des milliards d'années-lumière. Ils ont utilisé la lumière infrarouge, car la poussière de l'univers ne devient transparente qu'à cette longueur d'onde. Ils ont compté, cartographié et superposé les données. Et le résultat fut bien plus choquant que ce qu'ils attendaient. La région dans laquelle nous nous trouvons, cette sphère géante d'environ 1 milliard d'années-lumière de rayon, contenait 40% de matière en moins que le reste de l'univers. Pense-y, 40%. Ce n'est pas une marge d'erreur ou une petite déviation, c'est un manque colossal. Comme si la matière de cette région de l'univers avait été retirée avec une cuillère géante. Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est là qu'intervient la grande crise qui divise le monde scientifique, la tension de Hubble. L'histoire est la suivante. L'univers est en expansion. Ça, nous le savons. Mais à quelle vitesse s'étend-il? C'est là que les choses se compliquent. Les mesures que nous faisons en regardant les supernovas proches nous disent que l'univers s'étend très rapidement. Environ 73 km/s/mpc. Mais les mesures que nous faisons en regardant la photo de l'univers à ses débuts, c'est-à-dire le fond diffus cosmologique, nous disent que l'expansion est plus lente. Environ 67 km/mpc. Une différence de 9%. En science, 9%, c'est un gouffre. Soit nous connaissons mal la physique, soit il y a une grosse erreur dans nos mesures. C'est là que le travail de Keenan, Barger et Cowie entre en jeu. Ils disent « l'erreur n'est pas dans la physique, mais sur la carte ». Si nous sommes à l'intérieur d'un vide gigantesque, la matière qui nous entoure est attirée vers les régions plus denses à l'extérieur. Cette attraction augmente la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent de nous. Donc, alors que nous pensons mesurer l'expansion, nous tenons en fait compte de cette fuite locale. La vitesse des galaxies fuyant le vide s'ajoute à l'expansion normale. Et c'est pourquoi l'univers proche nous semble s'étendre plus vite qu'il ne le fait. Cette explication s'accompagne d'une vérité statistiquement dérangeante. Soit nous devons changer les lois fondamentales de la physique, soit nous devons accepter que notre position dans l'univers est spéciale. Les deux options sont effrayantes. Si les lois de la physique sont fausses, nous devons tout recommencer à zéro. Mais si notre position est spéciale, alors le principe séculaire selon lequel nous sommes ordinaires s'effondre. Nous appelons cela le principe cosmologique. L'hypothèse que l'univers, à grande échelle, doit être le même partout. Mais le vide KBC, Keenan, Barger, Cowie, défie ce principe. La probabilité d'existence de ce vide, selon le modèle standard, est si faible que les statisticiens l'appellent 6 sigma, c'est-à-dire une chance sur 1 milliard. Pense à ça comme ça. Gagner à la loterie 10 fois de suite. Ce n'est pas impossible, mais c'est si rare que tu suspecterais une tricherie. L'univers triche-t-il? Ou nous sommes-nous réveillés dans cette pièce vide avec une chance sur 1 milliard? Ces données murmurent que le modèle standard de l'univers, notre compréhension actuelle de la matière noire et de l'énergie noire, est peut-être insuffisant. Pour comprendre cela, imagine l'univers comme une pâte à pain géante qui lève. La pâte gonfle, elle s'étend. Mais il y a des bulles d'air dans la pâte. Nous sommes à l'intérieur d'une de ces bulles. À mesure que la pâte s'étend, la bulle grandit aussi. La matière sur les parois de la bulle, les galaxies, s'éloigne du centre.
nous sommes au centre. Et quand nous regardons autour de nous, nous voyons tout s'éloigner rapidement de nous. Comme l'univers s'étend vite, nous exclamons-nous avec étonnement, alors que peut-être nous ne faisons qu'observer les parois s'éloigner de nous, la bulle grandir, ces premières vibrations du monde quantique se transformant, des milliards d'années plus tard, en une solitude cosmique. Voilà le lien. Et maintenant, nous sommes seuls avec ce sentiment de solitude. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'architecture de l'univers ? Peut-être que l'univers n'est pas juste un tas de lois physiques aveugles. C'est une structure gigantesque qui s'auto-organise, qui construit des vides et des murs. Et nous résidons dans l'une des salles les plus calmes, les plus sereines de cette structure. Ce vide est un isolement. Pas une quarantaine cosmique, mais une sorte de solitude. C'est comme vivre en banlieue, loin du bruit du centre-ville, du chaos de ces immenses amas de galaxies. Là-bas, à l'extérieur, il y a ces murs denses où les galaxies entrent en collision, où les gaz sont comprimés, où les étoiles naissent frénétiquement. Ici, par contre, le silence. Moins de collisions, moins de chaos. Peut-être est-ce précisément ce qu'il faut pour que la vie apparaisse. Ce calme. Si nous étions à l'un de ces carrefours denses, les radiations des supernovas, la violence des collisions galactiques, n'auraient peut-être pas permis à la vie de germer. Notre vide pourrait aussi être notre bouclier. Maintenant, ferme les yeux. Imagine-toi t'élevant loin de la Terre, du système solaire et même de la Voie lactée, jusqu'au centre de ce vide immense. En regardant en bas, les galaxies ressemblent à des grains de poussière. Mais quand tu regardes autour de toi, l'obscurité, profonde comme un océan sans fond, très loin, à des milliards d'années-lumière, tu vois les murs qui entourent ce vide. Des fleuves de galaxies denses et scintillantes. Elles brillent à l'horizon comme la silhouette d'une ville cosmique. Et toi, tu es sur une île au milieu de cet océan silencieux. Petite, fragile, mais en sécurité. Ce changement de perspective monumentale donne un sentiment d'insignifiance vertigineux. Mais il ajoute aussi de la valeur. Nous sommes l'existence au milieu du néant. La conscience au cœur du vide. Le silence est parfois la réponse la plus puissante. Et dans cette région de l'univers, le silence est très profond. Aujourd'hui, nous avons appris que l'univers n'est pas un sol plat, mais un labyrinthe de vides immenses et de murs. Grâce aux observations de Keenan, Barger et Cowie, nous avons cartographié ce gouffre géant appelé le vide local. Et nous avons vu comment ce vide sème la confusion lorsque nous mesurons la vitesse d'expansion de l'univers. Nous avons compris que la tension de Hubble pourrait n'être qu'un problème de perspective dû à notre position. Mais il manque encore une pièce au puzzle. Nous savons que nous sommes dans un vide. Nous savons que cela affecte nos mesures. Mais, et si ce vide ne changeait pas seulement nos mesures, mais aussi le destin physique des galaxies? Et peut-être que la vraie question est: comment cette solitude cosmique façonne-t-elle les galaxies qui y dérivent? Les déchire-t-elle ou les rassemble-t-elle? Mais pour comprendre cela, il nous faut d'abord nous tourner vers l'un des événements les plus violents et les plus beaux de l'univers, qui se produit dans ce silence, cette danse inévitable des galaxies. Partie 3. La règle ombragée. Imagine-toi debout au sommet d'une montagne, regardant l'horizon. L'air est pur, le ciel est infini. Les voitures dans la vallée, en contrebas, ressemblent à des jouets, les rivières à de minces fils. Maintenant, descends dans cette vallée. Les mêmes voitures deviennent des tas de métal géants, les mêmes rivières des masses d'eau rugissantes. La montagne et la vallée sont les mêmes, mais ta position a changé. Et quand ta position change,
ta perception de la réalité se déforme aussi. En science, nous aimons supposer que l'observateur est à l'extérieur, derrière la vitre du laboratoire, à une distance sûre et impartiale. Mais quand il s'agit de l'univers, il n'y a pas d'extérieur au laboratoire. Nous sommes à l'intérieur de l'expérience, ce vide immense que nous essayons de mesurer, cette pâte en expansion, cette mousse cosmique, nous sommes en plein dedans. Et cette situation crée un étrange paradoxe. La règle et la chose mesurée font partie de la même matière. Si nous sommes vraiment à l'intérieur d'un vide gigantesque, le vide KBC, alors la vitesse des étoiles que nous voyons par notre fenêtre, leur distance, leur luminosité, tout nous parvient à travers la lentille de ce vide. Alors, si les lunettes que nous portons sont déformées, à quel point pouvons-nous faire confiance au paysage que nous voyons? Rappelons-nous d'abord ce que nous essayons de mesurer. La constante de Hubble, la vitesse d'expansion de l'univers. Ce nombre est comme le Saint Graal de la cosmologie, parce que c'est sur la base de ce nombre que nous calculons l'âge de l'univers, son destin et sa texture. Si ce nombre est de 70, l'univers a un certain âge. S'il est de 67, il en a un autre. Cela ressemble à un simple panneau de limitation de vitesse, mais c'est en fait le chiffre le plus critique sur l'acte de naissance de l'univers. Les scientifiques ont développé 2 méthodes principales pour trouver ce nombre. Et c'est là que le problème a commencé. Le premier groupe, ce sont les détectives de l'univers proche. Ils pointent leur télescope vers des galaxies relativement proches de nous. Ils utilisent des explosions d'étoiles spéciales appelées supernovas de type Ia. Ces explosions sont si standardisées que, où qu'elles se produisent dans l'univers, elles explosent toujours avec la même luminosité. Une sorte de phare cosmique. Les détectives regardent ces phares, mesurent leur faible luminosité et disent « Voilà à quelle distance elle est et à quelle vitesse elle s'éloigne de nous. » Le second groupe, ce sont les archéologues de l'univers lointain. Ils n'utilisent pas de télescope, mais des machines à remonter le temps. Ils regardent la lumière la plus ancienne de l'univers, le fond diffus cosmologique, CMB, vestige du Big Bang. En utilisant les données du satellite Planck, ils examinent la photo de l'univers à ses débuts et, en extrapolant la physique de cette époque jusqu'à nos jours, ils disent « Aujourd'hui, l'univers devrait s'étendre à cette vitesse. » Logiquement, les 2 groupes devraient trouver le même résultat. Parce qu'il n'y a qu'un seul univers et il devrait y avoir une seule vitesse d'expansion. Mais ils n'ont pas trouvé la même chose. Les détectives, c'est-à-dire ceux qui regardent l'univers proche, ont mesuré la constante de Hubble à environ 73 km/s/MPC. Les archéologues, ceux qui regardent l'univers lointain, l'ont trouvée à 67 km/s/MPC. Il y a une différence de 9% entre les deux. 9%. Ça peut paraître peu, comme une réduction au supermarché. Mais en physique, c'est une catastrophe. Si les calculs des ingénieurs qui construisent un pont de 2 côtés diffèrent de 9%, ce pont ne se rejoindra pas au milieu. Il s'effondrera. Actuellement, le toit de la cosmologie repose sur cette fissure de 9%. Cette contradiction ébranle notre confiance dans les fondements de la science. Qui a raison? Les phares proches de nous mentent-ils? Ou lisons-nous mal la photo de l'univers à ses débuts? Ou une possibilité encore plus effrayante. Peut-être que les 2 mesures sont correctes, mais que nous partons d'une hypothèse fausse. C'est là que l'hypothèse du vide local entre en jeu. Si nous sommes vraiment à l'intérieur de ce vide KBC, qui est 40% plus vide, alors cette différence de 9% n'est pas une erreur, mais une conséquence. Pensez comme ça.
La matière à l'intérieur du vide est attirée vers les murs denses à l'extérieur. Cette attraction donne une vitesse supplémentaire aux galaxies. Elles s'éloignent de nous, non seulement parce que l'univers s'étend, mais aussi parce qu'elles fuient le vide. Les détectives de l'univers proche mesurent aussi cette vitesse supplémentaire et se disent « Waouh, comme l'univers s'étend vite !» 73. Alors que les archéologues de l'univers lointain, non affectés par ce trafic local, regardent la moyenne générale de l'univers et voient une expansion plus lente, plus calme, 67. Si cette hypothèse est correcte, la crise des 9% est résolue. Mais en échange, nous payons un prix beaucoup plus élevé. Nous perdons nos standards universels. Nous ne pouvons plus dire « ce qui est valable ici est valable partout ». Pour tester cela, les scientifiques écoutent les échos du son. Les oscillations acoustiques baryoniques, BAO. Ça sonne complexe, mais c'est en fait un concept très poétique. Au début de l'univers, la matière était si chaude et si dense que des ondes sonores voyageaient dans l'océan de plasma, tout comme les cercles créés par une pierre jetée dans l'eau. Quand l'univers s'est refroidi, ces ondes sonores se sont figées. Elles ont laissé d'immenses cercles figés dans la distribution de la matière. Ces cercles sont la règle standard de l'univers. Les scientifiques tentent de lire l'histoire de l'expansion de l'univers en mesurant ces ondes sonores figées. Le satellite Planck a entendu le cri de l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Ce son a murmuré à quel point l'univers était dense, chaud et homogène à l'époque. Et selon ce murmure, l'univers devrait aujourd'hui s'étendre à une vitesse de 67. De l'autre côté, les astronomes modernes ont suivi la lumière des supernovas. Adam Riess et son équipe, avec leur travail récompensé par un prix Nobel, ont prouvé de manière concluante que l'univers proche s'étend à une vitesse de 73. À mesure que la marge d'erreur diminuait, la contradiction grandissait. Le point où nous en sommes arrivés est une certitude statistique. La probabilité que cette différence soit due au hasard est de moins d'une chance sur 1 million. Les statisticiens appellent cela 5 sigma. Ce n'est plus un niveau où l'on peut dire « peut-être avons-nous fait une erreur ». C'est le niveau où l'on dit « la nature essaie de nous dire quelque chose ». Nous avons 3 options. 1. Une de nos mesures est systématiquement erronée, bien que tout le monde ait vérifié ces données à plusieurs reprises. 2. Notre modèle physique, lambda, CDM, est fondamentalement faux et nous avons besoin d'une nouvelle physique. 3. Nous sommes à l'intérieur d'un immense vide local et ce vide déforme notre fenêtre. La 3e option est celle qui nécessite le moins de nouvelles physiques, mais le plus d'humilité. Pour comprendre cela, pense à la lumière comme à une voyageuse. La lumière partie d'une galaxie lointaine traverse pendant des milliards d'années des vides obscurs, des amas de galaxies, des fleuves, de matière noire. Si, en approchant de sa destination finale, la Terre, elle traverse un vide immense, son comportement change. Dans le vide, la gravité est moindre. La lumière se déplace plus librement, mais en même temps, l'étirement de l'espace-temps se modifie. Les galaxies, comme des feuilles sur une rivière, s'écoulent loin du vide, vers la densité. Ce courant est dirigé vers d'immenses foyers de masse, comme le grand attracteur. Nous sommes aussi dans ce courant. Nous sommes à la fois emportés par l'univers en expansion et repoussés hors de notre vide local. Alors, qu'est-ce que cela dit de notre objectivité scientifique? Pense à un thermomètre à l'intérieur d'un four. Le thermomètre mesure correctement, mais s'il est proche de la porte du four, à cause du courant d'air froid à cet endroit, il peut indiquer que la température de tout le four est plus basse qu'elle ne l'est.
Le thermomètre n'est pas cassé. C'est juste sa position qui lui offre une réalité locale. Nous sommes ce thermomètre. Et peut-être que nous sommes dans le coin le plus froid, le plus vide du four. Cela ne signifie pas que la science n'est pas objective. Cela nous rappelle simplement qu'elle n'est pas absolue. L'observateur ne peut être séparé de l'observation. L'endroit où tu te tiens détermine ce que tu vois. C'est la leçon d'humilité la plus profonde que l'univers nous enseigne. Au moment où nous pensons tout savoir, l'univers nous dit « Non, tu ne connais que ton propre quartier. Maintenant, ferme les yeux. Imagine-toi derrière une lentille immense et déformée. Cette lentille, c'est le vide, qu'abaissé, dans lequel nous nous trouvons. L'univers extérieur est lisse, ordonné, homogène. Mais quand nous regardons à travers cette lentille, tout semble un peu plus rapide, un peu plus loin, un peu plus déformé. La lumière des étoiles se brise en passant à travers cette lentille. La vitesse des galaxies est exagérée dans cette lentille. Et nous, avec nos règles en main, nous essayons de mesurer cette image déformée en nous demandant « Pourquoi les chiffres ne collent-ils pas ?» Cette incertitude n'est pas effrayante, elle est belle, parce qu'elle montre qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Si les chiffres collaient parfaitement, l'histoire serait terminée. Mais ils ne collent pas. Et cette fissure est l'endroit par où s'infiltreront de nouvelles connaissances, une nouvelle compréhension, le silence. Et puis une question, que voyons-nous vraiment ? Aujourd'hui, nous avons examiné la crise de la constante de Hubble, ce gouffre de 9%, et vu que cela pourrait être un signe cosmique plutôt qu'une erreur de mesure. Nous avons compris comment notre vide local peut masquer les vérités universelles. Mais les scientifiques n'abandonnent pas. Ils se demandent « D'accord, nous sommes dans un vide, mais est-ce théoriquement possible ?» Parce que nos théories actuelles interdisent l'existence d'un vide aussi grand. Et peut-être que le vrai problème ne se trouve pas dans les observations, mais dans la théorie elle-même. Si nos observations sont réellement affectées par une distorsion locale, que disent nos théories ? Le modèle standard permet-il un vide aussi grand ? Ou devrions-nous écrire « Ici vivent les dragons » sur le bord de notre carte ? Mais pour comprendre cela, il nous faut d'abord examiner de près les hypothèses fondamentales des théories de l'univers. Ce principe cosmologique, considéré comme intouchable. Partie 4. Le sol tremble. Pense à la chose en laquelle tu as le plus confiance. Ce sol solide sur lequel tu as construit ta vie. Peut-être les fondations de ta maison ou la certitude du soleil qui se lève chaque matin. Maintenant, imagine qu'une fissure fine, presque invisible, apparaît sur ce sol. Au début, tu n'y prêtes pas attention. Mais la fissure s'agrandit. Et un jour, tu te rends compte que ce sol était en fait une fine couche de glace suspendue au bord d'un précipice. La science est construite sur des fondations solides. Il y a des vérités que nous acceptons sans les remettre en question, que nous appelons des axiomes. Ces vérités sont le nord de la boussole que nous utilisons pour dessiner la carte de l'univers. Mais si la boussole est cassée, la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui n'est pas seulement une erreur de mesure. C'est un doute qui remet en question l'une des hypothèses les plus fondamentales de la physique, le premier article de la constitution de l'univers. La science nous offre deux options. Soit nous connaissons mal les lois de la physique, soit nous vivons dans un endroit très spécial, très rare de l'univers. Les deux sont vertigineuses, les deux sont effrayantes. Le principe fondamental sur lequel nous nous appuyons depuis des siècles est le principe cosmologique. Ce principe dit « À grande échelle, toutes les parties de l'univers sont les mêmes. Autrement dit,
Il n'y a pas d'endroit spécial dans l'univers. La Terre, le Soleil, la Voie lactée, nous sommes tous des échantillons ordinaires, statistiquement moyens. C'est la plus grande leçon d'humilité que la science nous ait apprise. Copernic l'a initiée en retirant la Terre du centre de l'univers pour la placer sur une orbite ordinaire. Depuis ce jour, le mantra « Nous ne sommes pas spéciaux » est le guide de la science. Grâce à ce principe, nous pouvons supposer que les galaxies à des milliards d'années-lumière obéissent aux mêmes lois physiques que nous. C'est ainsi que nous pouvons calculer l'âge de l'univers, sa masse, son avenir. Parce que ici est comme là-bas. Mais le vide, qu'abaissé, ce gouffre silencieux, avec 40% de matière en moins, défie ce principe. Nos observations disent que la région où nous nous trouvons n'est pas moyenne, mais au contraire extraordinairement vide. Si le principe cosmologique est vrai, l'existence d'un vide aussi gigantesque est presque impossible. Mais nous y sommes. Les mesures le disent. C'est comme entrer dans une pièce et voir que tout l'air de la pièce est concentré dans un seul coin, le reste étant sous vide. Les lois de la physique diraient « c'est possible, mais très peu probable ». Mais si nous sommes précisément dans ce vide, est-ce juste de la malchance ou y a-t-il quelque chose de plus profond que nous ne comprenons pas dans la structure de l'univers? Entrons un instant dans le monde froid des statistiques. Selon notre modèle standard, lambda CDM, la matière et l'énergie sont réparties de manière aléatoire dans l'univers. Il peut y avoir de petits amas, de petits vides. Mais un super vide de 2 milliards d'années-lumière de diamètre, la probabilité que cela se produise est mathématiquement si faible que les scientifiques appellent cela 10 sigma. Le sigma est une unité de mesure qui indique à quel point un événement est rare. 3 sigma, ça fait dire « wow ». 5 sigma, c'est le standard d'or en physique, le point où une découverte est confirmée. Le boson de Higgs a été découvert avec 5 sigma. Mais 10 sigma, c'est encore moins probable qu'une chance sur 1000 milliards. C'est l'équivalent mathématique du mot « impossible ». Pense à ça comme ça. Tu joues à pile ou face. Ça tombe sur face une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Imagine que ça tombe sur face 1 million de fois de suite. À un moment donné, tu arrêtes de dire « j'ai beaucoup de chance » et tu commences à dire « cette pièce est truquée ». L'existence du vide qu'abaissé, c'est cette pièce truquée. Les simulations informatiques ont modélisé l'évolution de l'univers depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, à de multiples reprises. Elles ont créé des milliards d'univers virtuels, et dans presque aucun de ces modèles, un vide aussi grand et profond que le nôtre ne s'est formé. La théorie dit « c'est impossible ». L'observation dit « je suis là ». Ce conflit met au pied du mur la théorie la plus réussie de la cosmologie, le modèle lambda CDM. Ce modèle, qui affirme que 95% de l'univers est composé de matière noire et d'énergie noire, a jusqu'à présent expliqué presque tout avec succès. Mais face à ce vide immense, il reste silencieux. Peut-être que la gravité fonctionne différemment à l'échelle cosmique. Certains physiciens mettent sur la table des théories alternatives comme la dynamique newtonienne modifiée. Monde, peut-être n'y a-t-il pas de matière noire, mais simplement que les lois de la gravité changent sur de grandes distances. Mais ces théories ont aussi leurs propres problèmes. Finalement, il nous reste un dilemme tranchant. Soit les lois de la physique sont fausses et nous devons réécrire le fonctionnement de l'univers. Soit les lois de la physique sont correctes, mais nous vivons dans ce coin impossible avec une chance sur 1000 milliards. Pense à l'ironie. Nous sommes partis pour prouver que l'univers est ordinaire.
Mais nous nous sommes retrouvés dans la région la plus étrange, la plus anormale de l'univers. Nous avons construit un modèle standard, mais le seul endroit qui ne correspond pas à ce modèle s'avère être notre propre maison. Pour comprendre cette situation, imagine un tirage de loterie géant. Il y a des billions de billets participants. La probabilité de gagner le gros lot est presque nulle. Mais quelqu'un doit gagner. Et pour la personne qui gagne, cet événement impossible est sa seule réalité à ce moment-là. Peut-être sommes-nous les gagnants de cette loterie cosmique? Cette pensée ouvre la porte au principe anthropique. Ce principe dit, l'univers que nous observons doit avoir les conditions permettant à l'observateur d'exister. Autrement dit, peut-être que la vie n'est possible que dans un vide aussi immense et calme? Peut-être que sur ces murs denses, chaotiques et remplis de supernovas, la vie ne peut jamais germer? Si c'est vrai, notre présence ici n'est pas une coïncidence, mais une nécessité. Parce que nous ne pourrions pas être nous, nulle part ailleurs. Bien que cette idée semble contredire l'humilité de Copernic, elle contient en fait une humilité plus profonde. Oui, notre place est peut-être spéciale, mais cela ne vient pas de notre supériorité, mais de notre fragilité. Nous nous sommes réfugiés dans un port calme et rare, au milieu de l'océan tumultueux de l'univers. Maintenant, ferme les yeux. Imagine un océan multivers où un nombre infini d'univers flottent comme des bulles. La plupart des univers sont chaotiques, sans vie, sombres. Certains sont trop denses. Ils s'effondrent immédiatement. D'autres s'étendent trop vite, ils se désintègrent. Mais dans cette infinité, parmi des billions de bulles, une seule est juste à point. Et à l'intérieur de cette bulle, parmi des milliards de galaxies, il y a un seul vide immense. Et dans ce vide, sur une petite planète bleue, quelqu'un regarde le ciel et demande « Pourquoi est-ce comme ça, ici ?» Cela peut donner un sentiment de solitude vertigineux. La question « Pourquoi nous ?» résonne dans l'esprit. Mais cela apporte aussi une certaine paix, parce que cette position spéciale est ce qui nous permet d'exister. L'incertitude n'est pas forcément effrayante. Ne pas savoir est le carburant de la découverte. Si les lois de la physique sont fausses, c'est une excellente nouvelle, parce que cela signifie que nous avons un tout nouvel univers à apprendre. Si nous sommes spéciaux, c'est aussi une excellente nouvelle, parce que c'est à nous qu'il revient de profiter de ce coin rare de l'univers. Dans les deux cas, le sol tremble peut-être, mais la vue est magnifique. Aujourd'hui, nous avons exploré les limites de la physique théorique. Nous nous sommes demandé comment cette probabilité impossible de 10 sigma est devenue notre réalité. Nous avons entendu les piliers craquants du modèle lambda CDM et les murmures des alternatives. Mais la théorie est sur le papier. L'univers, lui, se vit dehors, dans ce vide froid. Quoi que disent les théories, il y a de vraies galaxies qui dérivent dans ce vide. Notre galaxie, la Voie lactée, et notre voisine Andromède. Elles sont attirées l'une vers l'autre, à l'intérieur de ce vide. Au-delà des débats théoriques, il y a une collision concrète qui approche. Alors, comment cette solitude cosmique affecte-t-elle le destin des galaxies? Le vide les protège-t-il ou les pousse-t-il vers une fin inévitable? Mais pour comprendre cela, il faut laisser de côté les papiers et les équations et tourner nos télescopes vers cette collision massive imminente, vers cet avenir que nous montre le quintet de Stéphan. Partie 5. Le courant cosmique de l'extérieur. Le ciel nocturne ressemble à un tableau. Les étoiles sont clouées, les galaxies figées. L'univers est suspendu immobile dans une immense cloche de verre. Mais c'est l'une des plus grandes illusions du cosmos. En réalité, rien ne s'arrête. Le fauteuil où tu es assis, la planète sur laquelle tu vis,
le Soleil autour duquel nous tournons et la galaxie dans laquelle nous nageons, tout dérive, emporté comme des feuilles dans les eaux d'un fleuve gigantesque à une vitesse ahurissante. Nous ne le sentons pas, car le courant est trop grand et trop silencieux. Mais nous bougeons. Nous faisons partie d'une grande migration. Alors, où allons-nous? Vers quel océan ce fleuve cosmique nous emporte-t-il? Dans les années 1980, en cartographiant le ciel, les astronomes ont remarqué quelque chose d'étrange. La Voie lactée et des milliers de galaxies voisines s'écoulaient dans une direction qui ne pouvait s'expliquer uniquement par l'expansion de l'univers. Comme si une main invisible nous attirait vers elle. Et quand ils ont regardé vers la source de cette attraction, ils ont vu de la poussière. Le propre disque poussiéreux de la Voie lactée masquait précisément cette direction, cette destination mystérieuse. Les scientifiques ont baptisé cette destination mystérieuse le Grand Attracteur. On dirait un nom sorti d'un roman de science-fiction, n'est-ce pas? Mais il est réel. À une distance de 150 à 250 millions d'années-lumière de nous, en direction de la constellation du Centaure, se trouve une immense concentration de masse. Un monstre gravitationnel équivalent à la masse de dizaines de milliers de galaxies. Et nous, avec tous nos voisins, nous tombons vers lui à une vitesse de plus de 2 millions de kilomètres par heure. Ce n'est pas une chute ordinaire, c'est comme un fleuve qui se jette dans la mer. Les scientifiques appellent cela des flux de masse. Le tissu de l'univers est organisé un peu comme les bassins hydrographiques sur Terre. Tout comme l'eau des montagnes s'écoule dans les ruisseaux dans les rivières et les rivières dans l'océan. Les galaxies fuient les vides, s'écoulent le long des filaments et se déversent dans les superamas. Nous sommes une goutte d'eau vivant dans les quartiers périphériques d'un immense superamas appelé l'Aniakea, ce bassin colossal. L'Aniakea signifie paradis incommensurable en hawaïen, et il est vraiment d'une taille incommensurable, 500 millions d'années-lumière de large, abritant 100 000 galaxies, un réseau nerveux scintillant. C'est notre maison. Mais notre maison n'est pas fixe. Notre maison s'écoule. Maintenant, regardons le paradoxe qui rend la situation encore plus intéressante. D'un côté, nous sommes repoussés hors du vide KBC, dans lequel nous nous trouvons. Ce gouffre silencieux et désert nous vomit. De l'autre côté, le grand attracteur et le superamas de Shapley, encore plus grand derrière lui, nous attirent. Donc, nous fuyons et nous sommes appelés en même temps. Cette situation crée un sentiment de nomadisme cosmique. La Voie lactée que nous appelons maison n'est en fait pas une adresse permanente, mais un wagon. Et ce wagon avance à toute vitesse sur des rails universels. Alors, où appartenons-nous? À ce vide silencieux que nous avons quitté, ou à ce centre bondé que nous n'avons pas encore atteint et que nous n'atteindrons peut-être jamais? Peut-être que la maison n'est pas un lieu, mais un processus. Pour mesurer ce mouvement, les scientifiques utilisent l'effet Doppler. Tout comme le son de la sirène d'une ambulance qui passe près de nous change, la lumière des galaxies qui s'éloignent ou se rapprochent de nous change de couleur. Celles qui s'éloignent virent au rouge, celles qui se rapprochent au bleu. En écoutant la symphonie de ces couleurs, ils ont découvert une donnée surprenante. La Voie lactée et les galaxies du groupe local se déplacent dans cette direction particulière à une vitesse de 630 km par seconde, indépendamment de l'expansion générale de l'univers. Essaie de visualiser cette vitesse. On ne parle pas de faire l'aller-retour entre Paris et Marseille en 1 seconde. On parle de 630 km par seconde. Une balle de fusil ne parcourt même pas 1 km par seconde. Nous, à l'intérieur d'une galaxie gigantesque, nous surfons dans l'espace à cette vitesse hallucinante,
Mais n'aie pas peur. La collision n'est pas pour demain. En fait, elle n'aura peut-être jamais lieu. Car c'est là qu'un paradoxe temporel entre en jeu. Le grand attracteur nous attire, oui. Nous nous dirigeons rapidement vers lui, oui. Mais l'univers, de son côté, s'étend. Et cette expansion, à cause de l'énergie noire, s'accélère de plus en plus. Nous essayons d'atteindre cet attracteur, mais le sol se dérobe sous nos pieds. La route s'allonge. La destination s'éloigne. C'est comme courir dans un rêve sans jamais arriver. Dans des milliards d'années, l'univers se sera tellement étendu que le lien entre nous et le grand attracteur se rompra. Il disparaîtra au-delà de l'horizon et nous resterons dans notre propre solitude. Est-ce une fuite ou une liberté? Les mots changent selon ton point de vue. Pour comprendre cela, imagine-toi comme une feuille d'automne. Tu es tombé à la surface d'un large fleuve tranquille. Autour de toi, il y a des millions d'autres feuilles. Vous flottez toutes dans la même direction, au même rythme silencieux. Le fleuve te porte. L'eau est froide. Le courant est fort, mais sans secousse. Tu ne sais pas où tu vas. Y a-t-il une cascade plus loin ou un lac paisible? Tu ne le sais pas. Mais il y a une paix dans le courant lui-même. Tu ne résistes pas. Tu te laisses juste porter. Voilà la situation des galaxies, ces immenses cités d'étoiles. Elles glissent dans les fleuves cosmiques de l'Aniakea, le long des lits de matière noire. Et nous sommes les passagers microscopiques sur cette feuille. Cette philosophie du voyage nous enseigne une leçon importante. La destination n'est pas toujours un lieu à atteindre. Parfois, le sens réside dans le flux lui-même. Le fait que nous n'atteindrons jamais le grand attracteur ne rend pas ce voyage insensé. Au contraire, il le transforme en une aventure sans fin. Nous sommes des nomades cosmiques. Nous n'avons pas de maison fixe. Nous avons des coordonnées qui changent, des routes qui se courbent, et nous devons apprendre à trouver la paix dans cette incertitude. Parce que dans l'univers, s'arrêter, c'est mourir. Vivre, c'est s'écouler. Et nous devrions être reconnaissants de vivre en ce moment précis. Parce que nous sommes à une époque de l'univers où nous pouvons voir à la fois d'où nous venons, le vide, et où nous allons, le grand attracteur. Nos descendants, dans des milliards d'années, s'ils existent, ne verront pas ce paysage. L'expansion aura tout effacé. Le ciel se videra. Le fleuve s'asséchera. Mais nous avons de la chance. Nous vivons à l'époque où le fleuve coule le plus magnifiquement. Maintenant, ferme les yeux. Visualise dans ton esprit ces immenses fleuves de galaxies, des filaments scintillants de plusieurs milliards d'années-lumière de long. À l'intérieur, des billions d'étoiles, d'innombrables planètes, peut-être d'innombrables civilisations. Toutes obéissent au même commandement silencieux, toutes tournées dans la même direction. Ressens le silence profond au sein de ce mouvement colossal. Pas de bruit, pas de chaos, juste le flux. C'est un ballet cosmique. Et tu es en plein milieu de ce ballet. La respiration que tu prends en ce moment, le pas que tu fais, la pensée que tu as, tout se déroule sur une scène qui avance à 630 km par seconde. Cette immobilité dans le mouvement, ce silence dans l'œil du cyclone. Voilà la paix. Nous sommes éphémères, fragiles comme une feuille. Mais parce que nous faisons partie de ce flux, nous sommes aussi le fleuve lui-même. Aujourd'hui, nous avons appris que l'univers n'est pas statique, que nous nous écoulons le long du super-amas de l'Aniakea vers le grand attracteur. Nous avons vu que nous fuyions le vide Kabsé pour migrer vers une oasis gravitationnelle. Et nous avons compris que ce voyage est une aventure qui ne finira peut-être jamais. Nous bougeons, nous nous écoulons, et dans ce flux, nous vivons nos petites vies.
Alors, ce mouvement durera-t-il éternellement? Comment se terminera cette guerre entre l'expansion de l'univers et la gravité? Y a-t-il une fin à la route? Et peut-être que la vraie question est: qu'est-ce qui nous attend à l'horizon de ce flux? Mais pour comprendre cela, nous devons d'abord nous tourner vers les limites du courant cosmique, vers cette frontière ultime que nous pouvons voir, mais que nous ne pouvons pas atteindre. Partie ici, au bord de l'infini. Quand tu étais enfant, te souviens-tu d'avoir couru jusqu'au bout de ton jardin ou de ta rue en pensant que le monde s'arrêtait là? Au-delà de cette clôture, c'était une terre inconnue. En grandissant, les clôtures ont disparu. Les rues sont devenues des villes, les villes des pays, les pays des continents. Nos frontières se sont élargies. Mais la question fondamentale en nous n'a jamais changé. Jusqu'où puis-je aller? Maintenant, avec nos yeux d'adultes, nous regardons le ciel nocturne. Et nous posons la même question. Cet océan a-t-il un rivage? Pour nos yeux, il n'y a pas de limite. Nos télescopes peuvent voir jusqu'à des milliards d'années en arrière, jusqu'au cri de naissance de l'univers. Mais nos corps, nos vaisseaux, notre existence, c'est là que nous nous heurtons à la ligne la plus épaisse, la plus infranchissable que l'univers nous ait tracée. Cet immense gouffre entre la frontière visible et la frontière accessible. Les limites de notre vide KBC, ces murs, sont à environ 1 milliard d'années-lumière de nous. Années-lumière, facile à dire, mais pense-y. La lumière est la limite de vitesse de l'univers. 300 000 km par seconde. En un clin d'œil, elle fait 7 fois le tour du monde. Et même à cette vitesse, il lui faut 1 milliard d'années pour atteindre ce mur. Pour nous, ce mur n'est pas une barrière physique, c'est une prison temporelle. Albert Einstein nous a enseigné la règle la plus dure de l'univers. Aucun objet massif ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Nous pouvons nous en approcher, mais jamais la toucher, car plus nous accélérons, plus notre masse augmente, et plus notre masse augmente, plus il faut d'énergie. Pour atteindre la vitesse de la lumière, il nous faudrait une énergie infinie. Et il n'y a pas d'énergie infinie dans l'univers. C'est notre cage cosmique. Concrétisons un peu les échelles de distance. Notre étoile la plus proche, Proxima Centauri, n'est qu'à 4,2 années-lumière. Seulement. Pourtant, avec notre vaisseau spatial le plus rapide, il nous faudrait 70 000 ans pour y arriver. Maintenant, multiplie cela par 1 milliard d'années-lumière. Les limites de ce vide ne sont pas seulement lointaines pour nous. Elles sont un rêve perdu dans notre passé. Nous voyons ces murs maintenant, mais ce que nous voyons, c'est leur état d'il y a 1 milliard d'années. Si nous partions vers eux, à notre arrivée, si nous y arrivons, ces murs ne seraient plus là. Ils se seraient éloignés de nous à cause de l'expansion de l'univers. C'est un concept similaire à l'horizon des événements. Nous ne pouvons pas voir au-delà de l'horizon des événements des trous noirs. Nous ne pouvons pas aller au-delà de l'horizon cosmique. Ce paradoxe peut créer un sentiment de désespoir déchirant. Nous voyons, nous désirons, mais nous ne pouvons pas toucher. Alors, si nous repoussions nos limites, qu'avons-nous accompli jusqu'à présent? En tant qu'humanité, voyager. 1. Lancé en 1977, est actuellement l'objet de fabrication humaine le plus éloigné de la Terre. Elle est sortie du système solaire, elle dérive dans l'espace interstellaire. Sa vitesse est de 61 000 km par heure. Incroyablement rapide, n'est-ce pas? Mais même à cette vitesse, il lui faudra 70 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Et pour atteindre la limite du vide, des milliards d'années. Quand le Soleil s'éteindra, voyager sera encore au début de son chemin. La sonde solaire Parker, en tournant autour du Soleil,
a atteint une vitesse de 700 000 km par heure, le record de vitesse de l'humanité. Mais même cela, ce n'est même pas 1/1000 de la vitesse de la lumière. Disons que dans le futur, nous construisons des vaisseaux générationnels, des vaisseaux immenses où des gens naissent, vivent et meurent, où les petits-enfants de leurs petits-enfants continuent le voyage. Ayons des moteurs nucléaires capables d'atteindre 10% de la vitesse de la lumière. Ce serait une technologie phénoménale. Mais même à cette vitesse, il faudrait 10 milliards d'années pour atteindre la limite du vide. L'âge actuel de l'univers est de 13,8 milliards d'années. Un tel voyage durerait donc aussi longtemps que la vie de l'univers. Les gens sur ce vaisseau deviendraient une civilisation qui a oublié sa destination, vivant juste pour aller. La Terre aurait disparu depuis longtemps. Le soleil se serait éteint. Ceux qui partent ne peuvent pas revenir. Ceux qui restent ne peuvent pas attendre. C'est pourquoi le voyage interstellaire n'est pas seulement un problème d'ingénierie, c'est un problème de solitude. Un problème d'adieu. La dilatation du temps, le fait que le temps ralentisse à l'approche de la vitesse de la lumière, est une autre ironie. Si tu t'approches très près de la vitesse de la lumière, le voyage peut ne durer que quelques années pour toi. Mais à l'extérieur, dans l'univers, des millions d'années s'écoulent. À ton retour, il ne resterait aucune trace de la civilisation que tu as laissée. Accélérer, c'est acheter un billet aller simple pour le futur. Ces limites peuvent sembler nous emprisonner. On pourrait dire, nous sommes coincés ici. Mais pense aussi à la métaphore de l'océan. Tu es sur la plage. Devant toi, un océan infini. Tu ne peux pas voir l'autre rive. Tu ne peux pas y nager. Tu ne peux pas traverser l'océan. Est-ce que cela te rend triste? Ou est-ce que tu ressens du respect face à l'immensité de l'océan? L'océan n'est pas fait pour être traversé, mais pour être contemplé et pour vivre sur ses rives. Les limites sont les cadres qui donnent un sens à la vie. Tu ne peux pas peindre sur une toile infinie. Tu as besoin d'un cadre. Ces limites que l'univers nous a tracées, la vitesse de la lumière, la durée de vie, la distance, sont en fait les murs de notre maison. C'est notre espace. La Voie lactée, le groupe local, ce petit coin de l'Aniakea. C'est ce qui nous est réservé. Ce vide immense à l'extérieur, ces murs inaccessibles, nous rappellent à quel point notre maison est précieuse et protégée. Être petit ne veut pas dire être sans valeur. Un diamant est petit, mais il est précieux. Nous jouons un petit rôle sur cette scène immense qu'est l'univers, mais ce rôle n'appartient qu'à nous. Maintenant, ferme les yeux. Imagine-toi sur une plage cosmique. Sous tes pieds, il y a de la poussière d'étoiles. Devant toi, s'étend un océan de vide sombre et silencieux, sur des milliards d'années-lumière. À l'horizon, très loin, brillent faiblement les murs de galaxies. Tu sais que tu ne peux pas y aller. Tu sais que tu ne pourras jamais toucher ces lumières. Mais cette connaissance ne te rend pas triste. Au contraire, elle t'apporte une paix profonde. Parce que tu es ici, en sécurité. Et tu es le seul témoin de ce paysage magnifique. Accepter, aimer les limites, c'est peut-être ça, la maturité. Nous appartenons à cet endroit, à cette galaxie, à ce système solaire, à cette planète bleue. Notre incapacité à aller loin est peut-être une invitation à aimer davantage ce qui est proche. Aujourd'hui, nous avons touché les limites de l'univers. Nous avons ressenti le mur infranchissable de la vitesse de la lumière, la cruauté des distances et la relativité du temps. Nous avons compris que nous ne pouvons pas traverser le grand vide, que nous sommes physiquement dans une quarantaine cosmique. Mais cette quarantaine est aussi une protection. Oui, nous ne pouvons pas aller à 1 milliard d'années-lumière. Mais peut-être n'en avons-nous pas besoin. Parce que les événements les plus intéressants
les plus dynamiques et les plus vitaux de l'univers se déroulent de peut-être juste sous notre nez. Le lointain est un rêve, le proche est la réalité. Et peut-être que la vraie question est, en regardant à des milliards d'années-lumière, ne passons-nous pas à côté des miracles qui sont juste à côté? Mais pour comprendre cela, nous devons détourner nos télescopes de ces murs lointains et les tourner vers notre propre jardin cosmique, vers cette source de vie gigantesque, la plus proche de nous. Partie 7. Le premier pas. Imagine que tu es assis chez toi et que tu regardes par la fenêtre. Il y a une maison sur le trottoir, d'en face. Les lumières sont allumées. Tu vois peut-être des ombres bouger derrière les rideaux. Qui vit là ? Te demandes-tu. C'est une curiosité très humaine, n'est-ce pas ? Juste de l'autre côté de la rue, à une distance accessible. Maintenant, transpose ce sentiment à une échelle cosmique. La nuit, quand tu regardes le ciel austral, tu vois un système de 3 étoiles brillantes. C'est notre voisin d'en face. Le système Alpha du Centaure. La famille d'étoiles la plus proche de nous après le Soleil. La distance entre nous n'est que de 4,37 années-lumière. En termes astronomiques, c'est être voisin de palier. Si tu penses que notre galaxie a un diamètre de 100 000 années-lumière, cette distance est aussi proche qu'un souffle. Alors, cette proximité est-elle une invitation ou un mirage ? Alpha du Centaure est en fait un système triple. Alpha Centauri, A et B sont 2 étoiles brillantes, très similaires au Soleil, qui dansent l'une autour de l'autre. Mais la véritable histoire se cache un peu plus loin, près de la 3e étoile, une naine rouge faible, appelée Proxima Centauri. En 2016, les astronomes ont découvert quelque chose en orbite autour de cette petite étoile faible. Une planète. Proxima Centauri, P. Cette planète orbite autour de son étoile, dans la zone habitable, c'est-à-dire à cette distance délicate où l'eau peut rester à l'état liquide. Et sa masse est très proche de celle de la Terre. Arrête-toi et pense un instant. Chez notre plus proche voisin de l'univers, il y a une planète semblable à la Terre. Est-ce une coïncidence ? Ou l'univers nous dit-il « Venez voir ». Cependant, le mot « proche » est un concept très dangereux dans l'espace. 4,24 années-lumière, c'est le chemin que la lumière parcourt en 4 ans. Mais avec notre vaisseau spatial le plus rapide, cela prendrait 70 000 ans. Ce paradoxe met l'esprit humain à rude épreuve. Nous le voyons de nos propres yeux. Sa lumière n'est partie qu'il y a 4 ans. Mais y toucher physiquement semble impossible. Notre plus proche voisin est plus loin que le plus long voyage de notre histoire. Mais l'être humain n'aime pas accepter l'impossible. Pour surmonter cette distance, nous avons besoin non seulement de fusées, mais aussi de notre imagination. Et c'est là qu'intervient le projet Breakthrough Starshot. En 2016, Stephen Hawking et un groupe de scientifiques visionnaires ont avancé une idée folle. Ils ont dit, puisque nous ne pouvons pas accélérer de grands vaisseaux, alors réduisons la taille des vaisseaux. L'idée était la suivante, produire des milliers de nanovaisseaux spatiaux de la taille d'une puce informatique, ne pesant que quelques grammes. Attacher à ces vaisseaux des voiles de lumière ultra légères qui réfléchissent la lumière, tout comme les voiliers. Et puis, depuis la Terre, tirer sur ces voiles avec des lasers géants. Avec la pression du laser, ces vaisseaux légers comme une plume pourraient atteindre 20% de la vitesse de la lumière en quelques minutes seulement. 1/5 de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, le voyage vers Alpha du Centaure ne durerait pas 70 000 ans, mais seulement 20 ans. Nous pourrions y arriver en une vie humaine, en une génération.
un enfant né aujourd'hui verrait ces vaisseaux arriver à destination au moment où il commencerait l'université. Ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction. C'est un projet réel, discuté sur les tables d'ingénierie, où la puissance des lasers est calculée. Bien sûr, les défis sont immenses. Existe-t-il un matériau capable de résister à cette vitesse? Les grains de poussière interstellaires ne détruiraient-ils pas le vaisseau à cette vitesse? Comment allons-nous focaliser les lasers? Et il y a un problème encore plus intéressant, le paradoxe de la communication. Disons que nos vaisseaux sont arrivés. Ils ont pris des photos. Ils ont envoyé un signal. Bonjour, nous sommes là. Ce signal voyagera aussi à la vitesse de la lumière. Il lui faudra donc 4 ans de plus pour atteindre la Terre. 24 ans après avoir envoyé le vaisseau, nous recevrons la première photo. Si nous demandions « Tu as vu ?», il faudrait 8 ans de plus pour avoir la réponse. Ce serait la conversation téléphonique la plus lente de l'univers. Mais, malgré ces difficultés, le projet nous donne de l'espoir. Ces vaisseaux ressemblent aux premiers explorateurs transocéaniques de l'histoire. Eux aussi, avec de petits navires en bois, ont navigué vers un horizon dont ils ne connaissaient pas la fin. La plupart ne sont pas revenus. La plupart se sont perdus. Mais l'un de ceux qui sont partis a trouvé le nouveau monde. Nos nanovaisseaux sont comme des bouteilles, à la mer, que nous laissons dans l'océan cosmique. À l'intérieur, il pourrait y avoir la connaissance de l'humanité, sa musique, son ADN. Peut-être que quelqu'un sur Proxima b trouvera ce message. Peut-être qu'ils dériveront simplement, pour toujours, dans le vide. Mais l'important n'est pas d'arriver, c'est de montrer le courage de jeter cette bouteille à la mer. Pourquoi voulons-nous y aller? Pourquoi ne nous suffit-il pas de nous asseoir dans notre fauteuil confortable et de regarder avec un télescope? Parce qu'être humain, c'est franchir la frontière. La curiosité est notre mécanisme de survie le plus fondamental. Nous sommes sortis de la grotte. Nous avons traversé le fleuve, nous avons franchi l'océan, nous sommes allés sur la Lune. Maintenant, c'est le tour des étoiles. Ce n'est pas un choix, c'est un instinct. Et ce voyage n'est pas seulement pour nous, c'est un héritage pour les générations futures. Les graines que nous semons aujourd'hui permettront peut-être, dans 1000 ans, à l'humanité d'avoir une seconde maison. Les petits-enfants de nos petits-enfants pourraient vivre dans le ciel d'Alpha du Centaure, dans un monde où 2 soleils se couchent. Maintenant, ferme les yeux. Imagine des milliers de petites voiles brillantes flottant dans le vide spatial. Elles sont poussées par un rayon laser, accélérant en silence. La Terre derrière elles devient un minuscule point bleu. Devant elle, ces 3 étoiles brillantes grandissent de plus en plus. Elles sont seules. Elles sont froides. Mais elles portent le plus grand rêve de l'humanité. L'un de ces petits vaisseaux entre en orbite de Proxima Centauri b après 20 ans. Il allume ses caméras et il nous envoie la première photo en gros plan d'un autre monde. Des océans bleus, des forêts vertes ou des déserts rouges. Quoi que nous voyions à ce moment-là, l'histoire de l'humanité sera divisée en 2. L'ère avant d'avoir touché les étoiles et l'ère après. Aujourd'hui, nous avons regardé notre plus proche voisine, Alpha du Centaure. Nous avons ressenti la tristesse de sa proximité et de son éloignement à la fois. Mais nous avons aussi imaginé comment, avec notre intelligence et notre courage, nous pourrions surmonter cette distance. Le premier pas est toujours le plus difficile. Mais une fois qu'il est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Alpha du Centaure est notre première escale, notre premier port. Mais nos yeux sont fixés sur quelque chose de plus grand à l'horizon. En dehors de notre propre galaxie, un immense univers-île qui vient vers nous. Le grand voisin qui partagera le destin de la Voie lactée.
Et peut-être que la vraie question est « Et si elle nous arrivait dessus avant que nous n'y allions ?» Mais pour comprendre cela, nous devons tourner notre regard du sud vers le nord et regarder cette spirale géante qui s'approche de nous à 400 000 km/h, Andromède. Partie 8. La danse des géants. La nuit dernière, loin des lumières de la ville, as-tu eu la chance de regarder le ciel? Si oui, tu as peut-être vu une tache floue et pâle, à peine visible à l'œil nu, au bord de la constellation d'Andromède. Elle ressemble à un petit morceau de nuage terne et sans importance. Mais attends, cette petite tache n'est pas un nuage, c'est un universile. Quand tes yeux captent cette faible lumière, tu fais en réalité un voyage de 2,5 millions d'années dans le temps. Ces photons sont partis d'Andromède, à une époque où les premiers humains commençaient à marcher dans la savane africaine, découvrant à peine les outils en pierre. Ils ont traversé les âges de glace, assisté à l'ascension et à la chute des empires. Et en ce moment précis, ils atteignent ta rétine. C'est l'objet le plus lointain que tu puisses voir dans le ciel. Et c'est aussi notre destin le plus grand, le plus inévitable. Andromède, nom scientifique, M31, une galaxie spirale gigantesque, plus grande que la Voie lactée, abritant environ 1000 milliards d'étoiles, notre plus proche voisine géante. Mais que signifie « proche » ? Alpha du Centaure était à 4 années-lumière et nous l'avons appelée voisine de palier. Andromède, elle, est à 2,5 millions d'années-lumière. Il est presque impossible de se représenter cette distance. Si le Soleil était une orange à Paris, Alpha du Centaure serait à Marseille. Mais Andromède, elle serait sur la Lune. Et ce qui est étrange, c'est que, malgré sa distance, elle vient vers nous. Dans les années 1920, quand Edwin Hubble a découvert que ces taches, alors connues sous le nom de nébuleuses spirales, étaient en fait des galaxies distinctes en dehors de la Voie lactée, notre univers s'est soudainement agrandi. Mais ce que même Hubble ne pouvait prévoir, c'était l'attraction dangereuse entre ces deux géants. L'univers est en expansion. La plupart des galaxies s'éloignent de nous. Nos voisins du vide KBC s'enfuient. Mais Andromède est différente. Elle et la Voie lactée sont liées par une corde gravitationnelle. Elles se désirent. Au moment même où nous parlons, Andromède s'approche de nous à une vitesse de 400 000 km/h. C'est comme parcourir la distance entre la Terre et la Lune en 1 heure. Chaque seconde, le vide entre nous diminue de 110 km. Ce n'est pas une approche, c'est une chute. Les astronomes ont mesuré le décalage vers le bleu dans la lumière d'Andromède, la signature spectrale qui indique qu'elle se rapproche. Ils ont calculé son orbite, et le résultat est inévitable. Dans environ 4 milliards d'années, cette tache pâle couvrira le ciel, et puis nous entrerons en collision. Le mot « collision » évoque dans nos esprits des images de métal frottant contre du métal, de verre brisé, de feu et de fumée. Une catastrophe violente et bruyante. Mais une collision galactique ne ressemble pas à un accident de la route. Les galaxies sont principalement constituées de vide. Les distances entre les étoiles sont si grandes que lorsque deux galaxies s'interpénètrent, la probabilité que des étoiles se heurtent physiquement est presque nulle. C'est comme deux essaims de fantômes qui se traversent. Notre Soleil et notre Terre s'en sortiront probablement sans dommages physiques. Mais notre position changera. Le chaos gravitationnel pourrait nous éjecter de la galaxie ou nous attirer plus près du nouveau centre. Ce processus durera des millions d'années. Une danse au ralenti dans le ciel. D'abord, Andromède couvrira tout l'horizon comme une spirale géante. Puis, nos bras s'entremêleront.
La gravité projettera des rubans d'étoiles dans l'espace, créant de longues queues de marée. Et finalement, les deux galaxies fusionneront pour former une seule galaxie elliptique géante. Les scientifiques lui ont déjà donné un nom, Milkomeda. Cette nouvelle galaxie ne ressemblera ni à la Voie lactée ni à Andromède. Les spirales disparaîtront, les gaz s'épuiseront. Elle se transformera en une boule de lumière calme, vieille et gigantesque. Est-ce une mort ou un mariage? Cela dépend de ton point de vue. L'ancienne Voie lactée mourra. Ces magnifiques bras spiraux, cette forme familière, disparaîtront. Mais de sa matière, en fusionnant avec Andromède, naîtra quelque chose de plus grand, de plus majestueux. Pendant cette fusion, les nuages de gaz entreront en collision, et cette collision déclenchera le plus grand feu d'artifice de l'histoire cosmique, un starburst, une flambée de formation d'étoiles. Des milliards de nouvelles étoiles naîtront en même temps. Le ciel sera illuminé par des supernovas. Au milieu de la destruction se déroulera un immense festival de création. Le bruit est terminé. Le combat est terminé. La douleur est terminée. Seul reste l'état le plus pur, le plus silencieux de l'existence. Au cours de ce voyage, nous avons fait 10 arrêts différents, du lieu où la lumière se courbe à celui où le temps se courbe. Et la plus grande leçon que nous ayons apprise est la suivante. Nous ne sommes pas petits, nous sommes l'univers lui-même. Les atomes de l'univers se sont assemblés, ont acquis une conscience et se sont demandé « Que suis-je » Cette question, c'est nous. Cette réponse, c'est nous. Au milieu du vide qu'abaissé, sur une planète avec une chance sur 1 billion, nous nous tenons au sommet d'une histoire de 13,8 milliards d'années. La maison de l'univers est ici, pas dans le vide, mais en nous. Maintenant, regarde le ciel une dernière fois, ce vide sombre, ces étoiles lointaines, et remercie-les de t'avoir donné cette scène, cette conscience, ce « maintenant ». Notre voyage se termine ici, mais la découverte ne se termine jamais. Il y a encore tant de choses que nous ne savons pas. Qu'est-ce que la matière noire? Qu'est-ce que l'énergie noire? Qu'y avait-il avant le Big Bang? Ces questions seront les flambeaux des générations futures. Notre flambeau a brûlé jusqu'ici. Et maintenant, nous le laissons, en silence, mais avec espoir, dans ce grand vide, dans les bras de l'infini. Et peut-être que le dernier mot n'est pas un adieu, mais un commencement. Nous avons observé les vides immenses de l'univers et la fuite des galaxies. Mais je ne t'ai pas dit le secret le plus important. Cette fuite n'est pas une coïncidence. Une force invisible et sauvage déchire le tissu de l'espace-temps de l'intérieur, arrachant tous les uns des autres. Nous l'appelons énergie noire. Lors de notre prochain voyage, nous partirons à la poursuite de cette force mystérieuse qui détruira l'univers. Es-tu prêt ?